Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli participe aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine. Douze Palestiniens, pour la plupart des enfants tués dans une nouvelle agression, une nouvelle frappe ayant visé une boulangerie du quartier Al-Nasr à Gaza, perpétrée par les forces d'occupation israéliennes. L'ancien président du Parlement ukrainien Andriy Paroubi, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan, en 2014 est tué par balle dans l'ouest de l'Ukraine. Le journal en détail, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli participe aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS en Chine. Il doit prononcer un discours. Les travaux du sommet de l'OCS aura lieu dans la ville chinoise de Tianjin et se tiendra sous les thèmes le multilatéralisme, la sécurité régionale et le renforcement du développement durable. Une vingtaine de pays ainsi que plusieurs organisations internationales dans les Nations Unies seront représentées par leurs dirigeants lors de ce sommet, le plus grand de l'organisation depuis sa création en 2001. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli doit participer au sommet et doit également prononcer un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. En marge de sa participation au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni aujourd'hui avec le président du conseil de l'administration de la société holding chinoise TEDA. Au cours de la réunion, Madbouli a affirmé que l'Égypte aspirait à attirer les sociétés chinoises pour opérer dans la zone de TEDA pour les secteurs des industries, de l'énergie renouvelable, des voitures électriques et de leurs batteries ainsi que de dessalement de l'eau. Madbouli a d'autre part souligné que l'État allait consacrer une zone supplémentaire à la société chinoise de TEDA au sein de la zone économique du canal de Suez. De son côté, le président du conseil de l'administration de la société chinoise a dit aspirer à l'extension de leur zone industrielle dans la zone économique du canal de Suez. Entre-temps, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu à Tianjin avec le PDG de la société China Energy Engineering Corporation. Au cours de l'entretien, Madbouli a indiqué que l'Égypte aurait afin de produire 10 millions de mètres cubes d'eau dessalée par jour au cours des 5 prochaines années, contre 1,4 million de mètres cubes par jour actuellement. Il a d'autre part souligné que l'État entendait produire 42% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Dr Madbouli a ajouté que le gouvernement cherchait à produire et à stocker l'énergie renouvelable. Par ailleurs, il a précisé que le gouvernement égyptien peut représenter la société chinoise les primes et les facilités nécessaires pour mettre en place de nouveaux projets. De son côté, le PDG de la société chinoise a indiqué que 14 projets avaient été construits en Égypte depuis 2009. Il a exprimé son appréciation pour le soutien apporté de la part du gouvernement égyptien. Toujours à Tianjin et en marge de sa participation au sommet de l'OCS, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré aujourd'hui Madame Ki-Ignon Kong, présidente de la société Jiangsu Fenghai Corporation Limited pour le développement de dessalement de l'eau de mer et des nouvelles énergies. Au cours de la rencontre, Madbouli a souligné que le gouvernement égyptien aspirait à développer et à agrandir le secteur de dessalement de l'eau de mer par coopération avec les sociétés chinoises spécialisées. Madbouli a ajouté que l'Égypte œuvrait pour localiser les industries de composants des usines de dessalement de l'eau de mer au cours de la prochaine période, précisant que l'État visait à produire 10 millions de mètres cubes par jour à court terme au cours des 5 à 6 prochaines années.
Au niveau régional et dans un nouveau massacre perpétré par l'occupation israélienne à Gaza, 2 Palestiniens ont été tués, d'autres blessés dans un raid, ou plutôt 45 morts dans des raids des Israéliens durant les dernières 24 heures. Les forces de l'occupation israélienne ont tiré sur les Palestiniens en attente de la distribution de l'aide au sud de la zone de la vallée de Gaza, au centre du territoire palestinien. Par ailleurs, 12 Palestiniens, pour la plupart des enfants, ont été tués dans une frappe ayant visé une boulangerie du quartier Al-Nasr, près de la mosquée Abu Bakr as-Siddiq dans la ville de Gaza. Le mouvement palestinien Hamas a confirmé la mort de son commandant des forces armées à Gaza, Mohamed Hassanwar, quelques mois après l'annonce de sa mort par Israël dans un raid au mois de mai. Hamas n'a pas donné de détails sur la mort de Senwar, mais a publié sa photo parmi d'autres photos de dirigeants du mouvement. Mohamed Senwar est le frère cadet de Yahya Senwar, le dirigeant de Hamas, qui a participé à la planification de l'attaque de 7 octobre 2023 contre les colonies en Israël, qui a réussi à le tuer un an plus tard. De son côté, le directeur général du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, Mounir El-Barrash, a déclaré que 40 000 enfants ont été blessés depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza. Il a ajouté que les hôpitaux placent 6 enfants dans un seul lit en raison de la dévastation du système de santé. Mounir El-Barrash a également souligné que l'occupation israélienne avait détruit plus de 150 entrepôts de médicaments à Gaza et que 1000 patients cardiaques ont été tués faute de soins nécessaires. Il a également nié l'existence de la pandémie de coronavirus dans la bande de Gaza. Passons donc au Liban, où l'armée de l'occupation israélienne a indiqué avoir frappé aujourd'hui les sites de Hezbollah près du château de Beaufort, dans le sud du pays. L'armée de l'occupation israélienne a précisé dans un communiqué qu'il y a peu de temps, Tsahal avait frappé et agressé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée dans la zone de château de Beaufort, dans le sud du Liban, selon ses prétentions. Au Yémen, les Houthis ont promis hier de se venger après la mort de leur premier ministre Ahmad Ghalib el-Rahoui. Rahoui tué dans des frappes de l'occupation israélienne sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Toujours un commentaire pour plus de détails. Les Houthis au Yémen ont promis hier de se venger après la mort de leur premier ministre Ahmad Ghalib el-Rahoui, tué dans des frappes israéliennes sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Il s'agit du plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans de tels raids depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement Hamas en octobre 2023. Un communiqué de la présidence des Houthis a annoncé la mort d'Ahmad Ghalib el-Rahoui et de plusieurs de ses ministres dans l'agression menée jeudi par Israël alors qu'ils étaient en réunion à Sanaa. Selon le texte cité par leur chaîne Al-Masira, plusieurs de leurs collègues ont été blessés, certains grièvement. Samedi soir, l'armée israélienne a confirmé dans un communiqué avoir tué Ahmad el-Rahoui ainsi que d'autres hauts responsables dans une frappe contre une installation au Yémen abritant de hauts responsables militaires et d'autres hauts responsables des Houthis. Dans un communiqué distinct, les Houthis ont annoncé la nomination de Mohamed Ahmad Moufta, Premier ministre par intérim, pour succéder à Ahmad el-Rahoui qui avait été nommé en août 2024. Pour sa part, le mouvement palestinien Hamas a qualifié samedi les frappes ayant tué les responsables Houthis de crimes odieux. Passons en Ukraine où l'ancien président du Parlement, Andriy Paroubi, figure de la révolution pro-européenne de Maïdan en 2014, a été tué par balle hier dans l'ouest du pays. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est un meurtre horrible, mais aussi minutieusement planifié.
L'ancien président du Parlement ukrainien, Andriy Paroubi, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi dans l'ouest du pays. Un meurtre horrible et minutieusement planifié selon le président Volodymyr Zelensky. Le suspect s'est enfui et les forces de l'ordre tentent de retrouver sa trace. Par ailleurs, une enquête pour meurtre a été ouverte, a ajouté le bureau du procureur. Des photos censées montrer les lieux du crime publiées par des médias ukrainiens mais dont l'authenticité n'a pas été vérifiée montre un homme au visage ensanglanté allongé au sol en pleine rue. L'annonce de la mort d'Andriy Paroubi a suscité une pluie d'hommages de responsables ukrainiens, certains sous-entendant que la Russie pourrait y être liée. À ce stade, les enquêteurs n'ont pas évoqué de potentielle implication de la Russie ni de lien avec l'invasion de l'Ukraine en 2022. En plus de 3 ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont néanmoins régulièrement accusé d'assassinat, notamment de responsables politiques et militaires. Andriy Paroubi était placé sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. Celle-ci comprend des dizaines de milliers de noms, dont ceux de nombreux responsables ukrainiens, mais aussi des personnalités russes ou occidentales. Andriy Paroubi, qui militait déjà pour l'indépendance de l'Ukraine au temps de l'URSS, est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la Révolution orange de 2004, puis celle du Maïdan en 2014. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie profitait de la période de préparation d'un éventuel sommet entre les deux pays pour lancer de nouvelles attaques massives contre son pays. Zelensky a ajouté que la seule façon pour ouvrir la voie diplomatique était de prendre des mesures fermes contre tous ceux qui financent l'armée russe et d'imposer des sanctions efficaces à Moscou, en particulier au secteur bancaire et énergétique. Zelensky avait précédemment déclaré que la Russie avait déployé environ 1000 ou 100 000 soldats près de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Toujours en Ukraine, où le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa a déclaré qu'une attaque de drones russes avait visé une centrale électrique près de la ville d'Odessa, dans le sud du pays, privant ainsi plus de 29 000 personnes de l'électricité. Le gouverneur ukrainien a ajouté que la zone la plus touchée était la ville de Tchornomorsk, à la périphérie d'Odessa, où l'attaque a également détruit des habitants des bâtiments administratifs. De retour à l'Égypte, qui est devenu ainsi du 1er au 3 septembre le premier pays non membre à organiser une réunion officielle de G20. Les ministres, mais aussi les experts internationaux doivent débattre de la sécurité alimentaire mondiale dans un contexte marqué par les défis de changement climatique et des tensions géopolitiques. Les détails. L'Égypte accueille du 1er au 3 septembre la première réunion officielle du G20, organisée hors des pays membres depuis la création du groupe en 1999. Cet événement historique, organisé en coordination avec la présidence sud-africaine du G20, marque une reconnaissance sans précédent du rôle régional et diplomatique du Caire. Cette rencontre ministérielle se concentre sur un enjeu de taille, la sécurité alimentaire mondiale, avec un programme ambitieux qui inclut l'examen des conclusions du groupe de travail du G20 sur le sujet et la formulation d'une déclaration ministérielle. Celle-ci sera adoptée lors d'une réunion en Afrique du Sud le 19 septembre avant d'être officiellement validée au sommet de Johannesburg les 22 et 23 septembre. L'ambassadeur Ragila Trebi, représentant personnel du président Al-Sisi auprès du G20 et ministre adjoint des Affaires étrangères, souligne que cette décision constitue le couronnement de la participation distinguée de l'Égypte, invitée pour la 3e année consécutive et la 5e fois au total depuis 2016. Elle reflète la reconnaissance de l'influence régionale de l'Égypte ainsi que son rôle actif à faire entendre les priorités des pays en développement, notamment africains, dans les forums multilatéraux. Sur le plan stratégique, cette réunion positionne l'Égypte comme un hub diplomatique et économique régional au cœur des discussions mondiales sur la lutte contre la faim, la résilience alimentaire, les politiques agricoles durables, les infrastructures, les transferts technologiques et les mécanismes de financement accessibles.
En somme, le fait qu'un pays non membre ait l'honneur d'organiser une réunion du G20 officielle illustre la montée en puissance de l'Égypte comme voix influente du Sud global, prête à peser sur les grandes décisions internationales à travers une diplomatie économique active et inclusive. D'autre part, le ministère du pétrole de l'Égypte a annoncé la signature de 4 accords avec des sociétés internationales d'une valeur dépassant les 340 millions de dollars pour l'exploration du gaz ou du pétrole en Méditerranée et dans le delta du Nil. Le ministère a ajouté que l'accord signé avec la société égyptienne Holding du gaz naturel prévoit le forage de 10 puits dans le cadre du premier axe de la stratégie du ministère ciblant l'intensification des activités de prospection et d'exploration ainsi que l'augmentation de la production. Commençons donc notre page sportive par le championnat d'Égypte de football. Le club Pyramids FC a remporté la victoire hier face à l'Ahli 2-0 à la 5e journée de championnat. Et l'Ahli a ainsi abordé cette rencontre. Donc avec ces derniers résultats concernant l'US Open, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suivi dans le programme sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.